Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 7 des rencontres de Training New, euh, où nous mettons en avant chaque semaine soit une entreprise, soit des professionnels des secteurs corporate finance ou conseil en stratégie. Alors aujourd'hui, c'est corporate finance et je suis ravi d'avoir l'équipe Translink Corporate Finance. Alors Translink est un réseau mondial de M&A et corporate, enfin de conseil M&A et corporate finance présent dans plus de 35 pays et spécialisé sur les opérations small et mid cap. Nos deux invités vous en parleront bien mieux que moi dans quelques instants, avec aussi une dimension cross-border. Et pour ceux qui connaissaient avant, c'est le nouveau financier Monceau. Voilà, ils nous parleront à Paris. En particulier, je suis très heureux de recevoir David Douaria et Manon Duboeuf, que je vais présenter en quelques mots avant de leur laisser bien sûr la parole. Alors David, tu es diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Tu as commencé ta carrière en TS, en Transaction Services, dans le cabinet Mazars, où tu as travaillé pendant plus de 5 ans et tu as rejoint en 2020 les équipes de Translink Corporate Finance. Donc, bonjour David et merci beaucoup pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Et Manon, bonjour Manon. Alors toi Manon, tu es diplômée de Bonjour. l'EM Lyon plus récemment en 2021. Tu as fait plusieurs stages pendant tes études dans l'univers corporate finance, d'abord en analyse crédit et ensuite en M&A chez BNP Paribas. Et puis tu as aussi travaillé quelques temps en private equity chez Euraseo avant de rejoindre les équipes de Translink à Paris en février 2022. Donc tout récemment, puis tu occupes aujourd'hui le poste d'analyste. Le plan du jour, je vais d'abord rappeler aussi en quelques mots Training New pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien et aussi pour remettre en contexte cette session. Ensuite, on va diviser le webinaire en trois grandes parties. Et je vais poser une série de questions à nos deux invités qui vont balayer ces trois thématiques. La première, c'est présenter Translink Corporate Finance et comprendre en quoi la banque est différente des autres acteurs de la place. Ensuite, on fera un focus sur les process de recrutement, en particulier pour des stages, puisque Translink recrute régulièrement des stagiaires et vous serez certainement intéressé pour en découvrir davantage à ce sujet. Enfin, nous parlerons des missions en poste pour les stagiaires et les juniors. Évidemment, il y aura une dizaine, une quinzaine de minutes à la fin où vous pourrez interpeller directement David et Manon et poser vos questions. Très rapidement, moi je m'appelle Guillaume Pommier, je suis diplômé de Sciences Po à Strasbourg et de l'ESSEC. J'ai travaillé en M&A pendant 2 ans chez Lazare dans l'équipe TMT, une équipe qui est sectorisée en télécom, médias et tech. C'est là où j'ai rencontré Young Tseguan. Vous avez quelques éléments sur son parcours. On a cofondé Training New ensemble sur la base d'un constat assez simple que vous avez peut-être aussi fait, mais en tout cas nous on avait fait à la fois qu'on était à votre place en tant qu'étudiant et puis qu'on avait refait aussi, qu'on était recruteur pour Lazare et qu'on nous a passé beaucoup d'entretiens, c'est en fait ce décalage existant entre les cours de l'école qui sont bons mais parfois un peu théoriques et les exigences très pratiques, très concrètes des process de recrutement pour certains métiers, notamment ceux en corporate finance. Et c'est là toute la mission ou l'ADN de Training News, c'est non pas de remplacer, mais de compléter les cours que vous avez à l'école avec des contenus très, 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 très focus sur les entretiens et les compétences opérationnelles requises en poste. On a formé plus de 5000 étudiants depuis notre lancement en 2019, la très grande majorité avec notre plateforme en ligne que certains d'entre vous connaissent déjà. On a de nombreux partenariats avec des assos étudiantes, des écoles et des entreprises qu'on met en avant ou alors avec qui on met en avant. On peut recommander aussi des étudiants à ces entreprises. Et enfin, vous avez quelques KPIs où nos entreprises ou nos étudiants ont trouvé des stages ou des CDI. Voilà, j'en ai fini avec ma petite présentation. Je laisse la parole, bien sûr, maintenant à nos deux invités. Ma première question, elle est pour toi, David. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Translink et nous dire quelles sont les particularités de la banque par rapport à d'autres acteurs de la place? Merci encore, vous deux. Oui, bien sûr. Merci de l'accueil et du temps qui nous est proposé. Donc, Translink, c'est une boutique de conseil M&A indépendante qui a été créée par trois associés il y a un peu plus de 10 ans. Euh, et on a volonté d'accompagner des dirigeants, des sociétés familiales et des fonds d'investissement dans toutes leurs opérations de haut de bilan, et également soutenir le développement de ces sociétés-là. On est spécialisé sur le secteur du small et mid cap, avec un secteur d'intervention sur des sociétés
entre 10 et 200 millions de valorisation. On travaille également sur des levées de fonds entre 6 et 40 millions d'euros. On est membre depuis un peu plus de 5 ans d'un réseau international qui s'appelle TransLink Corporate Finance, dont on est le représentant exclusif en France. C'est un réseau de banquiers d'affaires qui est implanté dans plus de 36 pays en France, avec lequel nous réalisons un peu plus de 5 à 6 opérations par an, ce qui représente un petit 30%, entre 30 et 40% de nos activités cette année. On est très orienté sur plusieurs secteurs d'activité, que ce sont les TMT, services informatiques et logiciels, sur les métiers de la nouvelle mobilité. On a une expertise aussi assez forte sur les secteurs de l'énergie et de l'environnement, également sur les métiers de la santé et de l'industrie. Euh, on est une équipe d'une vingtaine de personnes organisée autour de 3 bureaux. Un bureau à Paris qui concentre le gros du personnel chez nous avec un peu plus de 15 personnes. Un bureau à Bordeaux et un bureau à Bruxelles. Ça marche. Bah, merci beaucoup, David, pour cette présentation introductive. Est-ce que Hmm. tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation des équipes et notamment bah, le lien entre les différents bureaux et comment se font les liens entre bah, le réseau TransLink et puis les équipes en France? Alors, l'organisation des équipes, elle est assez classique dans nos métiers. On a des profils de analystes qui sont supervisés par des associés ou des VP, également des directeurs et les partenaires. Les partenaires accompagnés des directeurs sont en charge de l'origination et du suivi, à dire du bon déroulé des opérations que nous menons. Euh, les associates et les analystes sont en charge de la production des différents documents que nous avons à réaliser dans le cadre de nos missions. Ils sont également en charge du suivi et du pilotage, on va dire, au quotidien de nos opérations. Le lien avec le réseau TransLink, il est assez simple. On a un système d'information commun, un système de communication commun qui nous permet d'échanger quotidiennement sur nos opérations et sur nos opérations cross-border en particulier, sur nos opportunités. En France, on a une personne qui est dédiée au suivi des opportunités et au développement des opportunités cross-border, qui nous permet de fluidifier en fait les échanges avec les différents bureaux et d'accentuer notre attractivité sur ces segments-là. Ça marche. Merci, David. Est-ce que tu peux, alors, tu as parlé d'opérations cross-border, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de deals récents sur lesquels a conseillé TransLink? Oui, bien sûr. Cette année, on a réalisé plusieurs opérations cross-border. Je vais en citer deux qui sont assez symboliques. La première, on a accompagné un groupe néerlandais dans les ingrédients de spécialité, qui est le groupe Barents, dans une acquisition en France d'une société qui réalise 80 millions de chiffres d'affaires, qui est la société Unipex. Et on a réalisé également un autre deal dans le même esprit. On a accompagné un groupe espagnol spécialisé dans les mobiliers de cuisine et d'intérieur, qui est le groupe Alvic, dans l'acquisition d'une société en France spécialisée dans les plans de travail qui fait un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, les interactions avec les associés étrangers, donc l'un néerlandais et l'un espagnol dans chacun de ces deux deals, a été clé et la relation entre les équipes françaises et les équipes locales ont été clés dans le succès de ces deux opérations-là. Puisqu'il y a des échanges en fait quotidiens entre les équipes étrangères, que ce soit espagnoles ou néerlandaises sur les deals, qui eux étaient proches de l'acheteur et nous en France proches des deux cibles que j'ai pu citer précédemment. Donc on avait en fait des échanges d'informations qui étaient quotidiens et clés dans la réussite de l'opération. Ça marche. Merci beaucoup. Dernière question sur la présentation de TransLink. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la vision ou la stratégie de la banque à court moyen terme? Est-ce que c'est du développement international? Est-ce que c'est du développement des effectifs en France ou d'autres choses? Le développement de TransLink, il est d'une part accompagner nos clients dans la durée, c'est ce qui a permis à
la boutique de grandir et d'évoluer. Et donc, on a grandi quelque part avec nos clients. L'objectif de la stratégie, c'est d'une part rester fort sur nos acquis qui sont accompagner nos clients dans la durée et continuer à le faire et à le faire bien. Euh, L'autre stratégie de croissance, et je l'ai un peu précisé précédemment, c'est de travailler sur des deals cross-border de façon plus importante, de démontrer notre savoir-faire auprès de nos clients pour pouvoir leur permettre de trouver des solutions et des relais de croissance à l'étranger, notamment dans le cadre d'opérations de croissance et de LBO qu'ils pourraient faire à l'avenir. Merci beaucoup, David. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire consacré au process de recrutement chez Translink. Alors, je me tourne vers toi, Manon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail du process, de comment se déroule un process de recrutement pour des stagiaires chez Translink? Alors, on a un petit peu deux façons de fonctionner entre Paris et Bordeaux. Je vais expliquer pour Paris. En général, les entretiens, le process est divisé en deux tours. On a un premier tour qui est en fait une étude de cas auquel on va rajouter quelques questions techniques et un peu de fit. Et après validation du candidat au premier tour, donc il sera convié à un deuxième tour avec un associate, enfin une personne un peu plus senior, et il aura la réponse assez rapidement. Voilà comment ça se passe pour nous. Je pense que Bordeaux, vous avez peut-être un tour de plus. C'est exactement le même process. Ok. Alors, non, mais ça marche très bien. Et peut-être, prochaine question, combien vous recrutez de stagiaires? Quelle est la répartition entre les bureaux et les dates de prise de poste? On recrute en général 3 stagiaires par session en janvier et en juillet. Il y a 2 stagiaires à Paris et un stagiaire à Bordeaux. On espère pouvoir recruter 3 stagiaires à Paris d'ici l'année prochaine. Voilà. Ça marche. Bah, merci Manon. Alors, on va essayer de dérouler un petit peu le process dans le détail. Avant de l'entretien, il y a le screening des différents CV que vous recevez. Avec ton expérience, Manon, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu attends, toi, dans une candidature, à la fois le CV et la lettre de motivation, de manière générale, bien sûr, et puis chez Translink en particulier? Nous, ce qu'on regarde, c'est déjà les expériences passées. On n'exige pas forcément d'expérience en M&A, mais on a envie de voir que le candidat s'intéresse à la finance. Ensuite, on va regarder son parcours, on va dire, au niveau networking, c'est-à-dire est-ce que nous, il nous a contactés sur LinkedIn, est-ce qu'il nous a contactés, est-ce qu'il est venu nous voir pour des petits déj qu'on organise, est-ce qu'il est venu sur ce webinaire de Training You, voilà, comment il nous a connus et est-ce qu'il a fait des pas en plus pour s'intégrer, pour connaître un peu mieux l'équipe et la boutique. C'est ce qu'on va regarder. En fait, on veut des personnes qui sont motivées pour venir chez nous et qui connaissent notre culture. Alors, ça marche. Alors, sur le profil des étudiants, est-ce que vous avez des écoles plus ou moins cibles ou est-ce que l'école n'est pas forcément un critère de recrutement chez Translink? On cherche quand même des étudiants d'école de commerce, globalement. On n'a pas de critères spécifiques. On essaie de viser les écoles top 5, voire top 10. Voilà. Globalement, pas trop de surprises. Donc, c'est plus l'expérience avec les stages précédents et la motivation voilà. qui vont jouer dans la phase de screening. Oui, on regarde beaucoup la motivation, le parcours du candidat et son intérêt pour la finance. Ça marche. Super clair. Alors, tu as parlé maintenant en fait du networking et de la possibilité de contacter des professionnels pour être recommandé et montrer son intérêt. Est-ce que à la fois David et toi Manon, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette phase de networking et quels conseils vous donneriez à un étudiant aujourd'hui qui veut en apprendre plus sur le métier et qui veut en apprendre plus sur Translink? Je pense qu'il y a plusieurs solutions pour un étudiant. C'est déjà aller voir toute l'information qu'ils peuvent trouver sur Translink, montrer qu'ils se sont intéressés à la boutique. Donc, on va être présent sur Welcome to the Jungle. On a fait des petits déjeuners cette année avec pas mal d'écoles.
Et aussi, il y a LinkedIn, donc beaucoup d'étudiants nous contactent sur LinkedIn. Le but de l'étudiant, c'est quand même d'aller rencontrer une personne ou deux personnes clés dans la boutique et de partager un peu ses envies. Et il faut qu'il s'intéresse quand même à ce que fait l'équipe et voilà, qu'il essaye de connaître un peu notre boutique, les deals qu'on a fait, comment ça se passe au quotidien, etc. Enfin, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, David. Non, ce que je pourrais préciser également, c'est que nous, on apprécie évidemment, il travaille également à répondre aux sollicitations qui nous sont faites pour présenter plus en détail TransLink. Euh, le networking, si j'ai un conseil à donner aux étudiants qui nous regardent, c'est un travail du quotidien. Il faut toujours être un peu connecté à une source d'opportunité, de rencontre, une source d'opportunité d'un contact. Évidemment, comme le disait Manon, les petits déjeuners sont des rencontres privilégiées, mais il n'y a pas que ça. Peut-être contacter d'anciens stagiaires pour comprendre la politique de la maison, qui nous mettent en relation avec un directeur ou un chargé d'affaires pour pouvoir avoir un moment pour discuter. Euh, ce que je recommande, c'est vraiment d'être le networking, c'est un travail du quotidien. C'est pas on se dit aujourd'hui je vais faire du networking et j'envoie 40 messages LinkedIn. C'est pas ça. C'est plutôt vraiment quelque chose du quotidien qu'il faut travailler et perfectionner. Ça marche. Alors, merci à tous les deux pour ces précisions. Alors, quand on network bien, quand on a un CV bien construit et une bonne lettre de motivation, on va généralement obtenir des entretiens. Est-ce que maintenant, tu peux nous en dire un peu plus sur la structure de l'entretien chez TransLink et quels sont les attendus et les exigences euh, pour obtenir ce stage chez vous? Alors, l'entretien, il est composé d'une première partie où, en fait, on laisse le candidat travailler sur un cas pendant une petite demi-heure. Ensuite, on le rencontre, on se présente et il nous déroule le cas. Et à ce cas, pendant la discussion, on va rajouter des petites questions techniques qui sont liées forcément à la finance et au cas qu'il vient d'étudier. Et puis ensuite, on va présenter TransLink, on va se présenter nous, on va présenter comment est organisée l'équipe. Et on va bien sûr essayer d'en savoir plus sur le candidat pour savoir si, au niveau du fit, on se voit travailler avec le candidat. C'est quand même important parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, le but, c'est quand même de se voir travailler avec le candidat pour 6 mois. Ça Et marche. ensuite, il y a un tour 2. Donc, le candidat est convié à un tour 2 qui se déroule avec une personne plus senior, donc un associate. Et donc là, c'est une confirmation en fait des compétences techniques et du fit globalement. Et il n'y a pas de cas autour d'eux. Très bien. Merci Manon. Et une question pour David maintenant. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui différencie? Tu as fait passer beaucoup d'entretiens, j'imagine, depuis quelques années. Qu'est-ce qui différencie les bons et les mauvais candidats en entretien? Alors, la question est un peu dure. Je dirais qu'il n'y a pas de mauvais candidats. Il y a des candidats qui sont pas forcément adaptés à notre structure. Ce qui fait la différence chez nous, de ce qu'on attend des candidats, et un bon candidat pour nous sera pas forcément un bon candidat pour un de nos confrères. Nous, ce qu'on attend d'un candidat, c'est d'une part qu'il ait le minimum de capacités techniques requises pour pouvoir mener à bien les choses qu'on lui demande. On lui demande pas de tout connaître, bien au contraire. On lui demande d'avoir quelques réflexes ou quelques notions classiques dans nos métiers, que ce soit financière ou analytique. Euh, un bon candidat, je dirais que pour nous, ce qui est important de cerner en entretien, c'est quelqu'un de curieux, quelqu'un qui correspond aux valeurs de la société, qui soit intègre, qui ait des valeurs d'efficience, de service et de disponibilité. Euh, et un bon candidat, c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. C'est quelqu'un avec qui on sent qu'on peut l'interroger, qui est curieux, qui sera toujours prêt à analyser un point qu'on lui demandera. Voilà, c'est ça pour nous un bon candidat. Ça marche. Manon, est-ce que tu as des éléments à rajouter? Je pense que nous, on travaille beaucoup les analystes avec les stagiaires. Je pense que c'est avec nous qu'ils ont le plus de contacts. Ce qu'on regarde, c'est quand même que la personne soit rigoureuse et qu'elle soit assez proactive au jour le jour. Ça marche. Alors, merci à tous les deux. On va maintenant passer à la troisième partie du webinaire consacré aux missions en poste, notamment des stagiaires. Parce qu'on est recruté, en fait, on va travailler, on va faire un stage d'une durée généralement de 6 mois.
Manon, est-ce que tu peux nous décrire le rôle du stagiaire et les principales missions dont il aura la charge dans la boutique? En fait, le stagiaire chez nous, il est impliqué sur tout le long du process, en fait, que ce soit en buy side ou en sell side. Il va participer à l'élaboration de pitch, donc avec les méthodes de valo que l'on connaît, etc. Il va participer à la rédaction de l'IM, à la gestion de la data room, au screening de société, et puis à toutes petites tâches qu'on peut lui demander à droite et à gauche. Après, plus le stagiaire est à l'aise et plus le travail est bon, plus on lui donnera des tâches avec plus de responsabilités. En fait, on dit souvent que le stagiaire va faire son stage. En gros, il peut être très bon en entretien. Le but, c'est qu'il soit aussi très bon en stage et qu'on lui donne des tâches à responsabilité au fur et à mesure des mois qui passent. Ça marche, donc des tâches assez classiques hein, d'un junior ou stagiaire en banque d'affaires. Toi, Manon, avec ton expérience personnelle et tes premiers mois comme analyste, est-ce que tu as une mission, une to-do qui t'a marqué hein, et davantage que les autres et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors moi, ma partie préférée, on va dire que c'est les pitchs, parce que je trouve que c'est un petit peu, c'est intéressant d'aller séduire le client et de montrer qui on est, de se mettre en valeur et de mettre la banque en valeur, surtout en fait depuis le changement de nom, parce que les clients ne nous reconnaissent pas forcément et il faut montrer pourquoi on a fait on a pris ce chemin-là et pourquoi on a décidé de changer de nom. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Après, ce qui me passionne ici chez Translink, c'est plutôt la proximité client. Enfin, moi, j'ai fait pas mal d'expériences en large cap. La grosse différence, c'est que même en tant qu'analyste, on est très exposé aux clients et les stagiaires peuvent l'être aussi. Ah, ça marche. Alors peut-être, David, est-ce que toi aussi tu peux, avec ton expérience, nous dire ben, s'il y a un deal, une mission hein, qui t'a particulièrement marqué? Puis j'en profite aussi pour te poser une question additionnelle. Ben, tu as fait du TS avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence? Peut-être que c'est pas très très connu par tout le monde ici. Comment ton rôle a évolué entre ce que tu faisais chez Mazer en TS et ce que tu fais maintenant chez Translink en M&A? Je vous propose de répondre par la dernière question et je finirai par la première. Euh, un rôle d'un cabinet de transaction service dans une opération, elle est clé, c'est de sécuriser l'information financière qui est communiquée et transmise aux investisseurs. Euh, donc mon rôle dans le cadre des missions de TS que je pouvais réaliser chez Mazars, c'était vraiment des due diligence financières et de sécuriser l'information financière qui était produite ou donnée par des contreparties. La grosse différence avec le métier du M&A, c'est que sur le TS, on intervient qu'à un moment de la transaction, euh, alors que dans une mission de M&A, on intervient tout le long de la transaction. Et donc, on a un suivi beaucoup plus pertinent et global de la transaction. Là, on a les clés et la stratégie du deal, chose qu'on n'a pas forcément dans un cabinet de TS. Donc, c'est ce qui m'a poussé et ce qui m'a attiré dans le métier du M&A. Et une mission qui m'a marqué depuis mon arrivée chez Translink, c'est j'ai travaillé sur un deal de cession industrielle d'un groupe de distribution automobile en région parisienne. Euh, et en fait, là où le sens de stratégie du deal prend tout son sens, c'est que on avait identifié seulement 5 acteurs capables de réaliser cette transaction. Et donc, l'intérêt et le savoir-faire de Translink, d'être capable de sourcer ces 5 acteurs capables de faire la transaction et de répondre aux besoins de nos clients et défendre les intérêts de nos clients dans un scope de contrepartie très restreint. Ça marche. Ah, merci David. Alors, je me retourne vers toi, Manon. Il y a une tendance qui est de plus en plus présente chez les étudiants jeunes diplômés, c'est le work-life balance et la capacité à concilier une vie professionnelle et une vie personnelle. Alors, le métier du corporate finance et en particulier M&A, c'est assez exigeant. Comment toi, tu y parviens et quels seraient tes conseils pour gérer au mieux ces deux aspects de la vie? Alors nous, Translink, on est quand même une boutique très bienveillante qui s'attache à sa vie perso comme à sa vie pro et
on essaye au maximum de convenir d'un agenda qui peut convenir finalement à tout le monde. Donc, on travaille on va dire qu'on ne travaille pas pour rien. Si on fait un pitch, si on est sur une mission, c'est qu'on pense qu'elle va être convertie. Donc, en fait, on arrive à avoir des horaires quand même assez raisonnables. Par rapport à ce que moi, j'ai pu connaître, finalement, je m'y retrouve assez bien. J'arrive à passer un week-end sans travailler, à manger chez moi le soir et travailler de façon très efficiente la journée. Le but, c'est quand on est au bureau, de beaucoup travailler, d'être efficace, mais c'est aussi d'avoir, en rentrant chez soi, du temps libre et pouvoir passer du temps avec ses proches. Donc, c'est quelque chose auquel on tient chez TransLink. Je pense que sur le bureau de Paris comme Bordeaux, c'est la même chose. On s'attache à ça en tout cas. Les partenaires aussi. Les partenaires sont plutôt jeunes, la plupart ont moins de 40 ans. Eux aussi ont une vie à côté et tout le monde a envie de rentrer chez soi le soir. Et le but, c'est d'être efficace la journée pour pouvoir arriver à cet objectif. Voilà, globalement, je ne sais pas si David, tu as quelque chose à ajouter sur. Non, c'est tout à fait ça. On est une banque d'affaires qui ont le souci du bien-être de nos collaborateurs. Alors après, vous dire que on ne travaille pas beaucoup, ce serait vous mentir, mais néanmoins, on fait attention au bien-être des collaborateurs chez nous, effectivement. Ça marche. Alors, ce sera ma dernière question avant de passer au vôtre en Q&A. On a parlé du coup des missions du stagiaire. Alors, vous avez un petit peu répondu, mais quelles seraient selon vous les qualités principales d'un bon stagiaire? Peut-être puisque tu es plus en front aujourd'hui avec eux. Manon, on commence par toi et puis David, tu pourras compléter aussi si utile. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que la rigueur est hyper important. C'est hyper important à M&A. Enfin, quand on est analyste ou asso, on n'a pas envie de repasser derrière stagiaire 5 fois pour corriger des erreurs. L'erreur, elle est faite une fois. On espère qu'elle ne sera pas faite la deuxième fois. On recherche de la proactivité chez les stagiaires. Si voilà, ils ont un peu moins de choses à faire, qu'ils nous demandent s'ils peuvent aider sur d'autres sujets. Le but, c'est qu'ils soient impliqués. Donc, qui posent aussi pas mal de questions pour comprendre les process ou des choses qui eux, ne voient pas en tant que stagiaires. Ils peuvent tout à fait nous poser des questions sur le process, sur le contexte des tâches qu'ils ont à faire. Enfin, on est toujours ouvert pour répondre à ces questions. Et je pense que le stagiaire doit être aussi curieux parce qu'on est quand même sur des secteurs qui sont très variés. Le stagiaire n'est pas forcément un expert de ces secteurs, donc il faut qu'il s'intéresse aussi au marché de l'entreprise, à l'environnement global de l'entreprise. Et pour ça, il faut quand même avoir un petit peu de curiosité pour aller s'intéresser à tout ce qui est autour de l'entreprise. Je ne sais pas si David, tu as des choses à Non, rajouter. je te rejoins, Manon. Effectivement, la rigueur, c'est un élément clé qu'on attend de nos stagiaires parce que on se doit d'être rigoureux vis-à-vis de nos clients et c'est vrai pour tous les membres de l'équipe. La qualité de service qu'on souhaite maintenir vis-à-vis de nos clients, on l'impose aussi à nos équipes. Si je dirais un élément clé, c'est celui-ci. La curiosité, c'est certain. On a besoin de gens capables de chercher de l'info que les autres ne trouveront pas. C'est ce qui fait notre différence, hein, c'est être capable de donner les bons conseils au bon moment à nos clients. Et pour cela, il faut qu'on soit capable de trouver les informations pertinentes dans son secteur d'activité. Et je dirais que c'est ces deux compétences principales qu'on recherche chez nos stagiaires aujourd'hui. Ça marche. Merci à tous les deux. Avant de passer à vos questions, j'imagine que certains d'entre vous sont encore en process et recherchent des stages pour janvier 2023 ou plus tard. Alors, je me permets juste de vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble des packs Training You sur notre site. On a un pack dédié au summer qui est un peu moins focus sur qui est d'ailleurs pas focus sur l'off-cycle. Après, on a 2 packs où vous pouvez retrouver absolument tout ce qui est nécessaire pour réviser et maîtriser un process de recrutement. Vous avez des cours en M&A sur les différentes thématiques qui sont testées, la comptabilité, le bridge, la valorisation, les mergers, les LBO, le process M&A dans sa globalité. Vous avez des cours hors M&A sur chaque métier en corporate finance, donc comment réussir en entretien en PI, en audit, en TS, en ECM, DCM, etc.
Vous avez aussi 2 cours sur les outils pratiques, Excel et PowerPoint, qui sont utiles s'il y a des petits tests dans les process et puis ensuite quand vous serez stagiaire. Enfin, alors le pack de luxe et premium contiennent aussi des questions d'entretien, des exercices pour mettre pour pratiquer, en fait, mettre en pratique les concepts. Et puis le pack premium contient 3 tests techniques additionnels, c'est 120 questions pour vous mettre vraiment en situation réelle en entretien, des fiches banques et des fiches fonds. En fait, on a décrit les principales entreprises du secteur, les process de recrutement. Pour les banques, on fait une analyse détaillée des deals récents conseillés par la banque. Pour le fonds, c'est une analyse du portefeuille, de sa stratégie d'investissement, des exits récents, etc. Et on a aussi des questions d'entretien qui sont tombées récemment grâce au compte rendu avec de nos anciens étudiants. Il y a aussi 1 heure de coaching par semaine qui est compris dans le pack premium. La prochaine en finance, c'est ce samedi avec moi. On parlera du networking pendant 1 heure. Et puis, on a aussi le replay de certains webinaires au podcast qui ne sont pas forcément sur notre chaîne YouTube et qui sont exclusifs pour nos abonnés. Pour ceux qui veulent booster la préparation, n'hésitez pas à retrouver ces packs sur la plateforme. Voilà, on peut passer maintenant à la session des Q&A. On a déjà plusieurs questions dans le Q&A, mais si certains veulent lever la main et directement interpeller Manon et David, n'hésitez pas. Sinon, je vais passer aux questions du Q&A. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées pour l'instant ou pas? Pas pour l'instant, donc je passe au Q&A. On a une première question de Yacine. Bon, il y avait une. Bon, je termine Yacine et après Gérard, je te passerai la parole. Yacine qui nous demande, donc pour ceux qui n'ont jamais eu d'expérience, qu'est-ce que vous recommandez comme premier stage? Alors Manon, David, je ne sais pas qui veut prendre cette question. Je veux bien y répondre. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans nos métiers ou dans les métiers de la finance de près ou de loin, je suis pas certain qu'un stage en MNS soit le plus pertinent pour découvrir le métier et notamment les bases financières. On recommande peut-être un stage plus opérationnel en banque ou en cabinet de transaction ou d'audit pour, euh, pour se faire un peu plus la main sur les réflexes financiers qui sont attendus chez nous. Ça marche. Merci David. Alors Gérard, du coup, tu as levé la main et tu peux poser ta question. Gérard, est-ce que tu as toujours une question? Non. Bon, alors du coup, je repasse sur le Q&A. On a une question Ah, Allô? oui, oui, Gérard. Tu peux poser ta Oui, question. j'avais un problème de micro là. Tu peux poser ta question, Gérard. Ok, j'aimerais savoir pour quelqu'un qui a déjà fait de l'audit, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir candidater à Transling plus facilement quand on de son expérience pour 2 ou 3 années, s'il souhaiterait candidater, quel profil par exemple? Alors, Manon, David, je ne sais pas qui veut prendre la question. Donc, c'est quel profil? On a déjà un petit peu parlé de ça, hein, donc peut-être rapidement. Quel profil vous recherchez? Et est-ce qu'une expérience en audit est valorisée pour les candidats qui postulent chez Translink? Les expériences en audit sont toujours valorisées parce qu'on sait que globalement, les candidats sont assez bien formés. Donc, voilà, on ne va pas privilégier un profil qui a fait du M&A par rapport à un profil qui a fait de l'audit, si c'est ça la question. Après, je pense qu'on a déjà répondu au reste de la question. Ça marche. Une question de Stella dans le Q&A. Est-ce que vous pouvez recruter un étudiant qui n'a aucune expérience en finance d'entreprise? On a déjà aussi un peu répondu. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vraiment il faut une première expérience, même en audit ou enfin, comme l'a dit David, dans un stage plus opérationnel? Ou est-ce que ça arrive Euh, alors, on recrute pas de candidats qui ont aucune expérience en finance parce que on est une petite équipe et on a besoin de gens qui soient quand même relativement opérationnels sur les dossiers. Et donc, le fait de repartir à zéro sur l'analyse financière, sur qu'est-ce qu'un bilan, qu'est-ce qu'un compte de résultat, qu'est-ce qu'un EBITDA, ça nous demanderait trop d'implication eu égard à la taille de l'équipe.
si c'est des personnes qui n'ont aucune expérience en finance, je leur recommanderais d'aller plutôt dans des cabinets plus importants de transactions ou d'audit ou dans des banques qui ont des services plus structurés où les gens ont plus le temps à la formation que c'est le cas chez nous. Ça marche. Merci David. On a une prochaine question de Yacine. Alors, on a déjà répondu, je la repose quand même, comme ça vous pourrez rappeler cette information rapidement. Est-ce que vous recrutez des stagiaires pour mars 2023? C'était plutôt janvier, juillet, tu avais dit maintenant. C'est plutôt janvier, juillet. Je pense que l'année prochaine, on fera peut-être des sessions septembre, mars. Mais pour septembre 2020, mars 2023, je pense que c'est non. Ça marche. Prochaine question de Ludovic. Est-il possible de faire un stage à l'étranger? Alors certainement peut-être en bénéficiant du réseau TransLink. David, je te laisse prendre. Alors c'est quelque chose sur lequel on travaille. Il est possible de faire des échanges d'analystes entre bureaux. Pour l'instant, au niveau stagiaire, ça s'est pas fait. Et les bureaux sont indépendants sur leur choix de recrutement. Donc, si un des candidats est intéressé pour travailler dans un pays sur lequel TransLink est présent, ce qu'on lui recommande, c'est de regarder qui est l'associé TransLink de ce pays en charge du bureau, ou alors de nous solliciter, nous, dans un événement networking pour qu'on puisse le mettre en relation avec l'associé en question. Ça marche. Merci pour ta réponse. Prochaine question, alors elle est anonyme. Quelle serait une journée type chez TransLink, tant au niveau des horaires que des tâches à faire? Alors, on a un petit peu parlé déjà, mais la journée type. J'y vais, David. Ouais, vas-y. En général, le matin, on arrive, on regarde, on a reçu pas mal de mails, donc on fait le point sur nos mails, on essaie de répondre au maximum aux clients dans les plus brefs délais. Ensuite, on va dire qu'il n'y a pas trop de journée type, ça dépend des tâches que l'on a à faire, enfin du deal flow que l'on a. Donc, ça peut être des pitchs ou des IM, ou ça peut être de la data room, enfin, c'est assez varié. Il y a aussi pas mal de calls avec les clients ou les contreparties, comme les cabinets d'audit, quand ils font une VDD ou quand ils sont en due diligence sur une phase de deal. Ensuite, on essaye quand même à midi de manger ensemble. C'est assez important pour nous. Soit il y en a qui vont au sport, il y en a qui mangent ensemble. Enfin, on essaye quand même de se retrouver à midi. Puis l'après-midi, c'est à peu près les mêmes tâches que le matin. Et on essaye au maximum de rentrer le soir pour manger, donc aux alentours de 21h en moyenne chez nous. Ça marche. Merci Manon. Alors, autre question anonyme. À quelle date vous allez publier les offres de stage pour juillet 2023? En général, on publie 3 à 4 mois avant. Ce sera sur Welcome to the Jungle et Job Teaser. Donc après, vous pouvez vous mettre des alertes ou regarder de temps en temps. Mais globalement, on essaye de prévoir 4 mois avant l'arrivée des stagiaires. Ça marche. Une question de Pierre. Alors ça qu'on n'a pas trop évoqué, est-ce qu'on peut parler un petit peu du recrutement directement en CDI? Déjà, est-ce que c'est possible chez TransLink et si c'est le cas, comment ça se passe? C'est-à-dire sans avoir fait de stage chez TransLink? Voilà, j'imagine. Donc, recrutement directement en externe comme analyste. C'est possible chez nous. Et on publie des offres d'analystes auxquelles les gens peuvent répondre et on les reçoit en entretien. On recrute également des stagiaires qui sont en stage de fin d'études. Enfin, on a tout cas possible, on va dire. On a recruté 5 personnes depuis le début de l'année, donc on est une boutique plutôt en croissance et qui sait recruter de nouveaux profils et qui sait les intégrer. Manon peut en témoigner puisqu'elle nous a rejoint il y a un peu moins d'1 an. Donc oui, il y a des opportunités. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas forcément clairement sur la table. C'est des choses qui arrivent avec le temps. Ça marche. Merci David pour ta réponse. On a une prochaine question de Michael. Considérez-vous un stage en private equity comme aussi valorisant qu'un stage en M&A lors du recrutement d'un junior? On ne s'interdit aucun profil. Après, par exemple, aujourd'hui, je crois que notre stagiaire actuel a fait un stage en private equity avant. C'est aussi une bonne formation. Tout dépend
de ce qu'on a ressenti pendant l'entretien. En fait, l'important, c'est d'avoir un intérêt pour la finance, que ce soit en audit, en M&A ou en private equity. Et il faut savoir démontrer aussi que le private equity n'est plus envisagé par le candidat, parce que le but, c'est quand même de faire un stage en M&A pour rester en M&A. Donc, voilà. Globalement, on essaie de faire attention à ça quand on fait passer un entretien à quelqu'un qui a fait du PE. En fait, ce qui se cache derrière l'idée de ce que dit Manon, c'est que ce qu'on cherche dans le profil des candidats, c'est de la cohérence, et notamment de la cohérence dans leur parcours. Si on reçoit un candidat qui a fait du private equity et qui souhaite s'orienter dans le M&A et qu'il a des vraies raisons et que c'est une logique dans son parcours, bon, bien sûr qu'on s'interdit pas de regarder. Si c'est purement opportuniste pour voir s'il y a de la lumière, c'est pas quelque chose qu'on va favoriser en fait. Voilà. Très, très clair. Merci à tous les deux pour ces précisions. Prochaine question de Corentin. Quelle est l'exposition client en tant que stagiaire M&A chez Translink? Alors, il précise vis-à-vis du client, et puis aussi des contreparties, donc des différents stakeholders en fait qui sont exposés dans le cadre d'une transaction. Je peux me permettre de répondre. L'exposition du stagiaire vis-à-vis de l'extérieur, il est assez faible. Le stagiaire, il a plutôt un rôle de production chez nous, d'analyse, de recherche. On l'invite parfois à présenter le fruit de ses analyses, soit à nos clients, ou soit à des tiers partenaires, soit des avocats ou des cabinets. Mais c'est vrai que de manière générale, le stagiaire est assez peu exposé vis-à-vis des clients chez nous. Ouais, je pense que ça dépend aussi du travail qu'il effectue depuis qu'il est là. Forcément, si on est content de lui et qu'il a envie de voir certaines choses, on peut lui donner accès à ça. La stagiaire actuelle est allée voir le client avec un VP. Voilà, ça peut arriver. Tout dépend en fait du stagiaire et de sa motivation et de son implication. Ça marche. Merci Manon. Prochaine question de Paul. Quel est le taux de conversion des stagiaires en CDI chez Translink? Aucune idée. Alors, sur les 3 dernières années, assez faible. Mais pour des raisons diverses, un changement de volonté des stagiaires ou de projets qui n'étaient pas forcément mûrs au moment où l'opportunité s'est présentée. Donc c'est vrai que par le passé, historiquement assez faible. Mais faut pas en faire une généralité. Ça marche. On a une autre question sur les dates de recrutement. On a déjà répondu Manon, je pense que tu as eu ta réponse. Je passe à la prochaine question. Alors oui, c'est vrai que vous avez parlé euh, ce qui différencie Translink des autres et on a une question anonyme. Quelles sont les valeurs de Translink? Mais alors, il y a tout d'abord la bienveillance, l'intégrité, et puis l'orientation client. Je pense que c'est les 3. Enfin, après, je ne sais pas si tu. Non, c'est très clair. Ouais, c'est ça. Rigueur, service du client, intégrité, bienveillance. Ça marche pas. Merci à tous les deux. Alors Arthur, pareil, ta question a été traitée quand on a parlé des dates de recrutement, donc je la passe. Hassan, qui nous pose une question sur l'étude de cas. À quoi doit-on s'attendre précisément? Il parle d'un profil one-pager ou une valorisation, par exemple. Alors, peut-être sans donner toutes les infos, parce que j'imagine que c'est un peu confidentiel aussi. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur le cas? Globalement, on leur fait étudier un document qu'on a produit pour un de nos deals. Et le but, c'est qu'ils comprennent l'opération, le contexte et qu'ils sachent nous expliquer pourquoi on a fait ça, pourquoi on a été mandaté et donner un peu de voir globalement s'il comprend le marché, l'entreprise, ce qu'elle propose. Et voilà. Après, on ajoute des questions techniques de valo, comme toutes les banques d'affaires, je pense. Voilà. Ouais, ça marche. Les deux prochaines questions de Mathieu et de Élise ont été traitées aussi sur les offres de stage et les horaires. Donc, je les passe. C'était là qu'il nous pose une autre question. Est-ce qu'une expérience en contrôle de gestion est valorisée? J'avoue, j'ai pas eu le cas, donc je peux pas trop dire.
Je ne sais pas si David. Non, on n'a pas eu le cas. Après, de manière générale, c'est déjà plusieurs questions qui tombent sur ce sujet-là, des expériences passées, est-ce qu'elles sont valorisées ou pas? Nous, ce qu'on recherche, c'est évidemment des gens qui aient des compétences financières et des réflexes financiers certains. Après, si la personne est capable de démontrer ces références-là en entretien, j'ai envie de dire, si le profil est très bon, très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait du contrôle de gestion, qu'on ne peut pas la recruter en fait. Voilà. Et au contraire, nous, ce qu'on souhaite comprendre, c'est la démarche du candidat pour arriver aujourd'hui à se présenter sur un stage de M&A et en quoi ça s'intègre dans son projet. Et en quoi, historiquement, le contrôle de gestion, c'était pertinent dans son projet et peut-être que ça l'a fait évoluer au fil de ses rencontres, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'histoire qu'il y a derrière, plus que le poste en tant que tel. Ça marche. Merci, Oui, David. c'est vraiment la cohérence du parcours, quoi. Ça marche, bien noté. Alors, la prochaine question, elle est assez personnelle. Et je vais essayer de résumer ça. En fait, c'est Youssouf, son stage de fin d'études ne peut commencer qu'en mai. Il préférait débuter à ce moment-là. Il lui demande si c'est pénalisant ou est-ce qu'il doit forcément postuler pour juillet. Et il a une deuxième question. Est-ce que vous pensez que la plupart des cabinets de M&A ont les mêmes dates de recrutement? Alors, je peux vite répondre à la deuxième. Oui, en général, c'est beaucoup en janvier et en juillet. C'est les deux principales dates de prise de poste. Et parfois, effectivement, on a du mars-avril ou du septembre pour les banques et les boutiques. Voilà. Et je vous laisse répondre à la première sur un début en mai. Nous, on évite de faire ça globalement parce que on n'a pas envie que deux process de stagiaires se chevauchent. C'est-à-dire que si quelqu'un commence en mai, celui qui a commencé en janvier n'aura pas fini. Donc, ça va faire trop de stagiaires dans l'équipe. Et le but, c'est que les deux nouveaux stagiaires ou les trois nouveaux stagiaires avec une à Bordeaux, c'est de s'entraider aussi à l'arrivée, de bénéficier d'une formation à l'arrivée. Donc, c'est quand même assez cadré et on n'a pas envie de décaler tous les emplois du temps. Donc, on privilégie janvier et juillet. Ça marche. Prochaine question. Durant le stage, un étudiant a-t-il le temps de voir toutes les phases d'un dossier? Je veux dire par là, selon l'avancée des deals, un stagiaire peut-il voir au moins une fois chaque étape? Voilà. Et pour un stage à partir de juillet 2023, il vous demande quand il faut candidater. Donc, on a dit, hein, l'offre est publiée environ 3, 4 mois avant. Voilà. Je pense que oui, le stagiaire voit toutes les phases du deal, que ce soit le pré-marketing, la phase 1 du deal et la phase 2. Donc ça va aller de, comme on a dit, l'IM, le pitch, la data room, et ensuite quand on reçoit les offres et l'étude des offres, etc. Donc oui, il voit toutes les phases du deal. Prochaine question, sur combien de mandats / pitch travaille-t-on en moyenne au cours d'un stage de 6 mois? Et quelle est la répartition des missions entre session, acquisition et fundraising? On fait beaucoup plus de sessions que d'acquisitions, je pense. David, si. Ouais, je te confirme la répartition entre session et acquisition. On travaille beaucoup plus à la session qu'à l'acquisition. Il y aura une composante cross-border de l'ordre de 30 à 40% de l'activité des stagiaires. Il y aura sur les différentes phases, je pense que le temps consacré le plus important pour les stagiaires, c'est la rédaction de documents, que ce soit d'IM ou de pitch, et de recherche d'informations sectorielles sur des marchés en particulier. Sur la volumétrie de dossiers à traiter par stagiaire, c'est assez difficile de répondre, mais je vais essayer d'en tirer une moyenne sur le passé. On va dire que c'est entre 5 et 8 dossiers que le stagiaire va avoir passé sur sa période de stage. Il va être réellement impliqué opérationnellement sur 2 à 3 dossiers. Et pour compléter ce que disait Manon de la question précédente, oui, les stagiaires, on s'attarde à qui participent à toutes les phases d'un process. Cependant, un process M&A, pour ceux qui préparent les entretiens, vous le savez, qui sont plutôt longs, sur des process de 6 à 8 mois. Donc, il y a quand même très peu de chances que le stagiaire travaille sur toutes les étapes d'un dossier sur le même dossier. Mais par contre, il est possible qu'il voie toutes les étapes d'un dossier sur différents dossiers à des stades de maturité et d'avancement différents.
Mm. Ouais, très clair. Merci David. Prochaine question, est-ce que Translink propose des contrats en alternance ou est-ce que c'est que des stages? Alors, Translink ne propose pas de contrat en alternance, euh, principalement pour deux raisons. La première, c'est gérer la période d'absence des stagiaires qui sont absents, puisque on a un métier alors, qui est prédictif, hein. On peut anticiper la charge de travail sur les dossiers, on va dire une semaine, voire 2 semaines à l'avance. Après, il y a des impondérables, des choses qu'on maîtrise pas dans l'environnement d'un dossier, et c'est pour ça que la présence à 100% des stagiaires est privilégiée. Ça marche. On a encore une question très spécifique. Est-ce qu'un Master 2 en droit des affaires est une formation valorisée pour les processus de recrutement? Bah, c'est un peu la même réponse que précédemment, c'est-à-dire ça dépend des expériences qu'il a eues également en stage. Les études ne font pas tout. Il y en a beaucoup qui se réorientent du droit au M&A. Bah, c'est possible, après, il faut le justifier. Ça marche. Question très ouverte. Quel sera le plus grand défi du stagiaire chez Translink? Je pense qu'on a un peu parlé de ça avec l'émission. Bah, le plus grand défi du stagiaire pour nous, c'est qu'il soit capable de s'intégrer dans une équipe qui adhère à la philosophie et aux valeurs de notre maison, euh, et qui soit capable de produire du travail de qualité, de rigueur dans les délais qui lui seront demandés, euh, tout en étant bienveillant et efficace auprès de l'équipe. Ça marche, merci David. Alors, on a encore une question personnelle, mais je pense que vous pourrez donner votre avis de professionnel sur ça aussi. Est-ce qu'un stage en M&A en Afrique, alors entre parenthèses au Maroc, aurait la même valeur qu'un stage en France dans le cas d'un screening? Alors, pour les boutiques en général et même chez Translink en particulier. En fait, c'est un peu toujours pareil. Tout dépend de la boutique dans laquelle il a fait son stage en M&A. Si c'est une boutique large cap et qu'aujourd'hui il est en mid cap, il faut pouvoir le justifier. En fait, c'est comme si c'était une boutique parisienne. Il faut comprendre pourquoi il a fait ce chemin-là et pourquoi il postule aujourd'hui. Donc, lors de la phase de screening, non, ça n'a pas d'impact. Ok, ça marche. Alors, Mathieu, qui te pose une question, comment se préparer aux questions techniques en entretien? Écoute, bien sûr, les ressources des cours sont intéressantes, mais je ne peux que te conseiller l'excellente plateforme TrainingNow pour compléter ça et masteriser toutes les parties d'un process de recrutement. Et je pense que tu le sais déjà très bien. Euh, on arrive à la fin des questions. Alors, il y en a peut-être deux ou trois restantes. Ok, on a déjà un peu répondu, mais Translink, est-ce qu'il se spécialise en buy-side ou en sell-side? Donc Ben David a répondu en disant qu'il y avait plus de mandats sell-side que de buy-side, mais ils font les deux. On a une question de Youssouf, c'est la même question, très bien, sur les stages à l'étranger. Manon a répondu. Et dernière question, alors vous avez déjà répondu, mais je la pose quand même. Vous avez parlé des petits déjeuners, mais est-ce qu'il y a des sorties ou des événements durant l'année? Alors j'imagine sur le recrutement. Donc peut-être au-delà des petits déjeuners que vous faites dans les écoles, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous organisez? Pour le recrutement, J'imagine, en fait, c'est pas précisé, mais j'imagine. hum, pas, enfin, pas Et il y a ces webinaires, par forcément. exemple. Voilà. Il y a ce webinaire, on est présent sur plusieurs supports digitaux pour Hmm. pouvoir nous contacter, nous faire connaître. On travaille les relations écoles de façon assez importante. On est en proximité avec les relations entreprises de toutes les grandes écoles de commerce françaises. Euh, on est présent aussi aux sollicitations de nos stagiaires quand ils ont des amis ou des proches qui souhaitent s'entretenir avec nous. Voilà, Et en tout cas, nous, on présence sera foire. ravis de faire d'autres événements avec vous dans l'année, si vous le souhaitez, pour parler de Translink et du recrutement. Si vous le voulez bien, on va clore ce webinaire. Moi, il me reste à vous remercier, vous, étudiants, pour l'avoir suivi. Remercier chaleureusement Manon et David pour le temps qui nous ont accordé, ainsi que pour tous leurs conseils précieux. Je vous annonce aussi que la semaine prochaine, alors ce ne sera pas mercredi, attention, ce sera jeudi, exceptionnellement, nous recevrons un professionnel
de Michael Truckle qui travaille à Londres chez Talomont Capital et qui va parler en fait du M&A et du trading. Il a fait un summer et ce sera une conversation avec lui, notamment pour ceux qui envisagent une carrière à Londres. Voilà, merci à tous. Pour ceux qui ne le font pas encore, vous pouvez suivre notre page LinkedIn pour être au courant de toutes les prochains événements de Trading News et aussi suivre l'actualité. On met des deals récents, en fait, quasiment quotidiennement pour vous aider sur cette partie-là aussi. Et puis pour ceux qui veulent débuter ou booster leur préparation, n'hésitez pas à retrouver nos packs en ligne. Voilà, merci à tous. Merci Manon, merci David. Et je vous souhaite une Merci à vous. excellente fin de journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.